Bonjour, je m'appelle Jérôme Fortias et je vais vous faire une vidéo. Je vais essayer de la faire la plus rapide possible pour expliquer globalement ce que c'est l'intelligence artificielle et l'informatique cognitive. Commençons. On va aborder en fait 7 points principaux. On va revenir sur ce qu'est un peu l'intelligence artificielle. On va poser la question de savoir si c'est récent. On va parler aussi des métiers associés. On va aussi soulever des questions éthiques et donc poser la question d'une IA éthique. On va envisager aussi de savoir ce que ça va changer dans le monde, l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que ce sujet-là, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. On en parle y compris dans la presse, dans la télévision. On a eu il y a quelques années un système d'IA fait par IBM, IBM Watson, qui avait gagné le jeu Jeopardy. Mais ça, c'est du show, c'est la surface, le haut de l'iceberg. Derrière ça, il y a des choses beaucoup plus puissantes. Il faut savoir que ce sujet a été par exemple traité au Forum de Davos en 2016. Alors, on va revenir d'abord sur ce qu'est l'IA. Avant de parler de l'intelligence artificielle, parlons déjà de l'informatique standard. L'informatique standard, ça consiste à programmer des règles, des conditions, des fonctionnements logiques, mais qui sont pensés par le développeur. L'ordinateur, en fait, n'a aucune intelligence. On va juste dire à l'ordinateur, si telle condition et telle condition, alors fais ceci, si telle condition, fais cela, si tu reçois ça, envoie ceci, etc. C'est totalement déterministe et donc prévisible. L'informatique cognitive et l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout cette approche-là qu'on applique. Dans ce cas-là, il s'agit de programmer l'ordinateur pour qu'il apprenne par lui-même. Ça veut dire qu'on ne va pas dire à l'ordinateur, voilà ce que tu dois faire quand il y a ça. On va juste expliquer à l'ordinateur, voilà ce que je veux que tu apprennes, et après, à toi de te débrouiller pour trouver la meilleure stratégie qui permet de résoudre le problème. Un peu comme un bébé qui essaie d'apprendre à marcher, qui marche à quatre pattes. Au début, il essaie, il tombe, il expérimente différentes voies. C'est-à-dire des choses qui ont été faites par des roboticiens comme René Brooks du MIT, il y a une vingtaine d'années avec ses robots Attila, qui apprenaient à marcher par eux-mêmes. Globalement, on a plusieurs technologies. Les plus connues, c'est la logique floue. Cette logique informatique, non pas basée sur des 0 ou des 1, mais sur des approximations. Cette chose est plus ou moins ceci, plus ou moins rouge, plus ou moins haut, plus ou moins chaude. Donc c'est la capacité à modéliser d'un point de vue informatique des comportements approximatifs et de faire que le système apprend en adaptant. Un peu comme quand vous essayez de rester en équilibre sur une seule jambe. Les réseaux neuronaux. Donc là, il s'agit de reproduire un peu le fonctionnement des neurones humains avec ce qu'on appelle des apprentissages supervisés ou non. Des moteurs d'inférence, ça c'est un peu le Sherlock Holmes de l'intelligence artificielle, c'est la capacité de faire des raisonnements déductifs. Donc ça c'est le premier noyau, on va dire le noyau de pensée, associé à la création de corpus, c'est-à-dire de connaissances regroupées. Ça c'est fortement accéléré par tout ce qui est big data. Mais on a une deuxième partie beaucoup plus facile à montrer, qui impressionne beaucoup plus, et pourtant ce n'est pas la plus complexe, c'est tout ce qui est l'interfaçage entre l'homme et la machine. Des ordinateurs qui peuvent dialoguer et vous écouter avec la voix et vous parler à l'ordinateur de manière naturelle. Des ordinateurs qui peuvent vous voir, vous reconnaître, qui vous disent tiens, bonjour Jérôme, bonjour machin, bonjour truc, et qui peuvent me voir si vous êtes content, pas content, si vous avez des émotions positives, négatives, si vous êtes agité, plutôt calme, et qui vont apprendre. Ils vont apprendre en fonction de telle personne ou telle autre personne. Ils sauront que telle personne qui est hyperactive, c'est normal qu'elle soit agitée, alors qu'une personne calme qui est pour une fois agitée, l'ordinateur sera capable de penser tiens, là il y a un problème. Et puis enfin, des ordinateurs qui sont capables de comprendre des textes, en fait le langage, mais de manière complexe. Quand on prend des longs textes, identifier par exemple les entités, les personnes, les associations, les groupes de gens, les sentiments, est-ce que c'est un texte positif, négatif, est-ce que c'est agressif ou pas, les mots-clés, etc., etc. Est-ce que c'est récent? En fait, pas du tout. On peut dire que l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle, présenté comme le fondateur, c'est Alan Turing, celui qui avait participé à casser les codes de la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, a écrit un article qui s'appelait Computing Machinery and Intelligence, qui pose franchement les bases de l'IA. Mais ce domaine qui a d'abord démarré en Grande-Bretagne est parti après plutôt aux États-Unis avec des personnes comme McCarthy, comme Minsky, comme Rodney Brooks ou Cosco encore, Bart Cosco que j'adore. Enfin bon, il faut lire un de ses livres, mais voilà. Et on a eu tout un gros développement autour de l'IA. Il faut savoir qu'à 20 ou 30 ans, le sujet de l'IA, c'était un sujet qu'on trouvait compris dans des revues d'informatique dites générales pour les développeurs, comme Dr. Dobbs. Mais le problème, c'est qu'on avait des ordinateurs trop peu puissants. Les concepts étaient là. Si vous repensez au film 2001 Odyssée de l'espace, en fait, toutes les questions posées par 2001 Odyssée de l'espace sont des questions qui sont maintenant devenues d'actualité. Ce qu'on fait avec l'ordinateur HAL 9000 dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est une réalité aujourd'hui, c'est une vraie interrogation qu'on a.
La force de la situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui, on a la concordance de plusieurs facteurs. Le fait qu'on a du big data, des processeurs ultra rapides, des cartes graphiques qu'on a détournées pour faire des mathématiques paralysées. Et tout ça fait qu'on a toutes les conditions réunies pour créer une vraie intelligence artificielle. Les métiers d'IA, alors bien sûr, les métiers d'IA, ce sont d'abord des métiers d'informatique. Mais il faut bien comprendre que l'essentiel des projets qu'on aura encore demain, ça sera de l'informatique standard. L'IA, ça sera une couche supplémentaire qui sera consommée par le plus grand nombre des informaticiens comme des boîtes noires et comme des services, et seule une toute petite minorité de gens travailleront réellement dans le domaine de l'IA, c'est-à-dire la conception des composants et des comportements intelligents. Par essence, c'est élitiste pour l'instant, tout simplement parce que c'est trop jeune et pas assez industrialisé. IBM, avec IBM Watson, a bien sûr une solution out of the box qu'on consomme directement sur le cloud, comme ça, mais on consomme du cognitif, mais on n'est pas producteur de cognitif. On est juste quelqu'un qui va prendre une petite fonctionnalité par-ci, une fonctionnalité par-là. Donc l'IA, c'est quelque chose qui va rester pendant très longtemps encore quelque chose de très élitiste et sélectif. Mais l'IA, c'est aussi la nécessité de créer un corpus. Un corpus, c'est un ensemble de valeurs, de connaissances, d'informations, de savoirs. Et ça, ce n'est pas un travail d'informaticien, c'est un travail de métier. Ça veut dire des mathématiciens, des psys pour améliorer le comportement des machines, mais aussi des gens de chaque métier. Ça veut dire que si aujourd'hui les interlocuteurs des sociétés d'informatique, c'était d'abord les services IT, de plus en plus avec l'intelligence artificielle, on va devoir dialoguer directement avec les gens du métier. Les gens de la banque, les gens de l'assurance, les gens de la santé, les gens de la sécurité, de la police, etc., etc. Tout ça, ça pose des questions éthiques. Imaginons un truc tout simple. Imaginons une IA dans Facebook qui apprendrait de vos comportements et qui, à votre mort, continuerait à vous faire vivre d'un point de vue numérique sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Une sorte de fantôme numérique. Imaginons que cette intelligence collective de plusieurs personnes soit mutualisée dans une intelligence artificielle et qu'elle puisse être utilisée, par exemple, pour du signalement. Souvent, quand il y a des enfants ou des femmes, ou même parfois des hommes maltraités, personne n'ose signaler parce que personne n'ose porter seul le poids et le risque lié au signalement et l'erreur. Si je me trompe, si je signale quelque chose, j'ai peur de briser une famille à tort. Maintenant, si on associe du big data et du cognitif, on peut tout à fait envisager des solutions où plusieurs personnes disent au système intelligent « je pense que, je crois que, peut-être que », etc. Et le système, en analysant le consensus et en analysant différents éléments, par exemple les visites de l'enfant à l'hôpital, vont pouvoir émettre des alertes. Ces alertes vont être vérifiées par des enquêtes sociales ou de police et la réponse de l'enquête sera renvoyée au système d'information qui permettra donc une correction pour que le système apprenne de ses erreurs, apprenne aussi de ses réussites pour affiner son modèle de raisonnement. Alors il faut savoir que le sujet de l'IA, c'est un sujet tellement chaud bouillant qu'à Davos, un expert a prétendu que l'IA allait détruire 7 millions d'emplois pour en créer que 2 millions. Pourquoi? Parce que certains métiers qui nécessitent une certaine intelligence aujourd'hui seraient tout à fait, un peu comme on a eu avec l'automation et la robotique pour la fabrication des voitures, seraient tout à fait supportables par des ordinateurs directement et sans plus passer par l'être humain. Modulo l'acceptation de l'humain pour des actes qui sont du domaine de l'intelligence. Et l'intelligence, jusqu'ici, c'était ce qui définissait l'humain dans son originalité dans le monde. Qu'est-ce que ça va changer? En fait, ça va tout changer. C'est peut-être même la seule vraie révolution informatique depuis l'information du micro-ordinateur. On pourra envisager des GSM qui deviennent des compagnons de vie, de savoir, des humains augmentés qui auront accès à plus de connaissances. Soyons pas utopiques, quand on voit le succès de certaines émissions de télévision, il y a plein d'humains qui ne demandent surtout pas à être augmentés. Des chercheurs qui, grâce à de l'IA et du big data, pourront travailler directement sur la source de l'information et aller beaucoup plus loin dans leur recherche, et ça inclut aussi les thésards. Des maisons, des voitures, des objets qui parlent, on se croirait presque dans un dessin animé de Disney, mais c'est aussi une réalité. Des services de police et de renseignement beaucoup plus efficaces, mais aussi des citoyens plus efficaces pour lutter contre la corruption. Des citoyens qui sont plus dans une intelligence critique et moins susceptibles d'être manipulés par les communicants. Mais cela, ça peut aussi provoquer des catastrophes. Comment les religieux, voire certains extrémistes, pourraient réagir face à une intelligence artificielle qui pourrait être, si on voulait,
qui pourrait prendre des dimensions absolument hallucinantes. Donc là, on a les fantômes des films comme Terminator, Minority Report, etc. Alors bien sûr, l'IA, c'est les objets et ça inclura donc forcément les robots, qui sont aussi, par leur visage, par leur corps, de plus en plus proches de l'être humain. Alors en conclusion, l'IA devrait être prise en compte, selon moi, par le politique et les philosophes. Parce que l'IA va changer énormément de choses, même si ça va augmenter encore plus une fracture numérique entre le nord et le sud, euh, évidemment. L'IA, c'est un sujet passionnant, mais qui pose de nombreuses questions, y compris dans le sens même de l'intelligence et de ce qui définit l'humain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça aura éveillé en vous quelques curiosités. Vous trouverez en dessous de cette vidéo un lien vers mon blog. Merci.